c'est 100 millions de requêtes. Si vous stockez 10 000 objets dans S3, dans les 10 millions d'années qui viennent, vous allez en perdre un seul. Est-ce que les LLM résonnent comme nous, les humains, ou est-ce qu'on peut dire qu'ils résonnent, ou est-ce qu'on peut pas le dire? Il y a toujours des levées de boucliers, donc bon voilà, ils ont sorti un petit peu raté là pour ce Réflexion 70B. Et finalement ici, si on vulgarise un peu ce qui s'est passé avec le O1, c'est dans l'entraînement, donc dans le fine tuning, mais plutôt toujours cette fois-ci par renforcement. En gros, on l'a renforcé en lui proposant des mécanismes de chain of thought. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, c'est une revue de l'actualité data et IA ou l'interview d'un invité spécial. Et aujourd'hui, c'est un épisode de news. Nous sommes le 13 septembre 2024 et on est très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui démarre la nouvelle saison du Big Data Hebdo. Et la dernière nouveauté qu'on a, vous savez, cet été, on est passé aux enregistrements vidéo. Donc, si en plus de nous écouter, vous avez envie de nous voir pendant l'enregistrement, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et mon métier, c'est d'accompagner mes clients pour imaginer, concevoir et implémenter les plateformes et outils data et IA qui changeront leur business. N'hésitez pas à me solliciter. Alors pour cet épisode, je suis avec Paul et Jérôme. Tous les deux ont eu de grands changements dans leur vie professionnelle et ont ouvert de nouveaux chapitres de celle-ci. Donc vous allez commencer par vous présenter. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, bah écoute, ça va très bien. Tu vois que j'ai pas changé de bureau, je suis toujours dans le même bureau. J'ai rajouté les lunettes, mais ça, je pense que c'est l'âge Eh qui a oui, augmenté encore un peu cet été. Et effectivement, je suis maintenant, head of, head of operations, chez MDW Partners, donc une société, créée en Suisse, qui se lance en France également, hein, donc partenaire Microsoft, mais pas que, Databricks aussi, Profici pour la la master data management. Donc voilà, une société, que je vais accompagner pour son lancement, sur le territoire français, et avec toujours des missions autour de la data, autour de l'IA forcément, et puis, forcément très, très lié toujours à l'écosystème de Microsoft. évidemment quoi. Tu ne renies pas, l'écosystème Microsoft. Bah écoute, c'est super, je suis ravi pour toi. Et puis ben c'est effectivement euh, un bon moyen de redémarrer après la pause estivale, tout ça, donc c'est super. Et toi, Jérôme, les nouvelles sont toutes fraîches. Tu es toujours chez Inea en n'étant plus tout à fait chez Inea? Voilà, donc moi je suis toujours, je suis professional services, je suis l'équipe professional services, chez Ginea, ou devrais-je dire chez Actian, puisque depuis hier, on a été, racheté par Actian. Actian qui est une entreprise, américaine qui fait partie d'un grand groupe, indien qui s'appelle Ouais. HCL, via HCL Software. Donc voilà, je peux pas en dire grand-chose parce que je sais pas encore, ce que ça va donner. Ce que je sais, c'est que, va y avoir du Ouais, changement ouais. et que maintenant on fait partie d'un grand groupe, international, qui a beaucoup de clients. Et si tu vas sur le site d'Actian maintenant, tu as, dans les produits tout en haut à gauche, tu as le Zinnia Data Discovery Bravo, Platform. bravo, bravo. Ah, voilà, donc c'est une boîte qui a une histoire, dans les données, qui avait pas de quoi faire du cataloguing et autres, et donc qui maintenant complète son catalogue, grâce à son catalogue de vente, grâce à nous. Bon écoute, c'est, finalement un truc assez intéressant de se retrouver dans une boîte avec un portfolio plus large et puis il y aura peut-être des opportunités. Bah, on L'histoire verra nous des le dira. opportunités. On va attaquer avec notre rubrique un petit peu iconoclaste, qu'on appelle l'apéro, avec une nouvelle qui a fait sourire tout le monde. C'est-à-dire que demain on pourra acheter de la ressource de compute, pas cher, puisqu'on pourra l'acheter chez Lidl. Ce qui est quand même assez stupéfiant. Néanmoins, Lidl est en train de faire exactement le même move que celui qu'Amazon a fait en son temps. C'est-à-dire Mmh. qu'ils avaient développé de la ressource de compute pour eux-mêmes, pour faire tourner leur magasin et puis ils se sont rendus compte que finalement ils faisaient ça pas trop mal et que ça vaudrait le coup de le commercialiser, sachant qu'en plus ils ont profité d'un effet,
hem, entre guillemets, «culturel» qu'il y a en Allemagne, qui est de confier très fortement la sécurité de ces données à des acteurs locaux. Chose qu'on a un peu plus de mal à faire nous en France. Au final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien, mais En néanmoins, France, on eux, ça a brade été les Américains. l'un de leurs fers de lance parce qu'on pourrait se dire: «Ah, attends, mais Lidl, ils vont bricoler, ça va être du machin». Ah non, ils bricolent pas tant que ça puisque quand même leur plus gros client, ça reste, c'est une petite société qui fait tourner quelques millions de clients avec des gros volumes de données puisque leur premier client, c'est quand même, SAP et donc Mmh. heu Lidl se pointe sur le marché du cloud computing et de la cybersécurité et j'ai pas encore été ouvrir un compte, je sais même pas si on peut le faire déjà, donc chez Schwarz Digit, puisque vous n'allez pas acheter chez Lidl, vous allez acheter chez Schwarz Digit, puisque Schwarz, c'est le groupe qui possède Lidl et Schwarz Digit, c'est la filiale qui s'occupe de ce cloud computing. Donc assez amusant, mais à voir ce que ça je j'ai pas regardé la profondeur du portfolio, savoir ce qu'effectivement ils étaient en mesure de fournir. Mais bon, comme tout le monde, j'imagine qu'ils vont démarrer avec des éléments de type, VM et autres, des trucs assez basiques et puis ils étofferont au fur et à mesure du temps en fonction de ce que le marché leur demande, quoi. Promo à venir sur les GPU, on espère. On va aller regarder, regarder ça de plus près. Exactement, Effectivement, data center en Allemagne et en Autriche pour l'instant, en tout cas. voilà. Ce que je trouve ça super intéressant, ce qui est presque surprenant, c'est que c'est les premiers dans la grande distribution qui se sont dit: «On va faire pareil». Hem, Parce qu'après tout, on aurait pu, avoir, n'importe qui s'est dit: «Bah, le modèle Amazon est bien, on va faire pareil». Ouais, Et non, il a fallu que ça soit Lidl, bah, pourquoi pas, hein, enfin, je pense que, tu as sûrement peut-être une culture interne qui est de faire soi-même. Alors ce que je sais, c'est que, par exemple, l'association familiale Mullier, l'AFM, qui possède Auchan, de nombreuses parts dans une partie de Decathlon, une partie de Leroy Merlin, enfin toutes ces grandes enseignes de distribution de la région lilloise, à un moment donné, avaient l'idée de construire de la ressource de compute, possédée in-house, pour l'ensemble des sociétés du groupe. Ce qui est fondamentalement le premier pas à faire à partir de là. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu as un effet de masse qui te permet de commencer à construire de manière, sensible, de la ressource, bon ben, après il y a plus qu'un pas derrière pour pouvoir le faire. J'avais entendu une histoire dans le passé qui était mais c'était, je pense, années 90, années 2000, hein, d'une grande banque qui, avait son centre informatique dont le plus clair du temps servait à éditer les relevés de banque. Vous savez, à une époque, on recevait les relevés de banque papier à la maison Mmh. et donc ça, c'était un batch qui mmh tournait en fin de mois ou en début du mois suivant plutôt, en début de mois et qui était très limité dans le temps en termes d'utilisation de la ressource et ils avaient commencé à louer leur centre pour que des gens puissent venir faire tourner des batchs pendant les périodes d'inoccupation, typiquement la deuxième quinzaine du mois sur lesquelles il y avait pas de relevé à imprimer, il y avait rien du tout et c'était ils avaient une profitabilité super importante de l'équipement informatique en faisant ça, par rapport à ce qui coûtait, auparavant. Donc ça fait partie de la rentabilité la rentabilisation pardon des infrastructures finalement, c'est peut-être un levier pour rendre les choses plus digeste et plus acceptable dans une organisation, parce qu'on sait que quand même, aujourd'hui sont pointés du doigt le fait que nos infrastructures coûtent quand même, assez cher. Maintenant, je suis pas certain qu'il y ait très souvent maintenant des choses avec des fluctuations et des périodes de pic qui peuvent permettre de faire ce genre de choses-là. Néanmoins, l'économie d'échelle, au plus tu commercialises ça, au plus l'économie d'échelle va être importante donc plutôt une bonne idée. Mais bon, c'est assez marrant que ben, finalement, ce soit à Lidl. On verra s'ils sont meilleur marché que les autres ou si finalement ce sera pas un choix économique d'aller chez Lidl. Voilà, Bah, c'est un choix d'économique, mais ça peut être un bon, les 2 sont pas ça peut antinomiques, dépendre on est bien tellement. d'accord, effectivement. Et si nous parlions un petit peu de base de données? Je sens, j'entends le bruit du Le canard coin qui qui arrive, le s'approche. coin qui arrive. Mon canard favori et je vous dirai après qu'il m'a joué des petits tours ces derniers temps.
mon canard favori est donc passé en version 1.1. Donc avec un certain nombre d'améliorations, il y a eu, des améliorations sur le SQL. Il y a la possibilité d'avoir des extensions définies par la communauté. Alors les extensions, c'est ce qui vous permet, par exemple, d'aller, faire du géospatial avec DuckDB, de pouvoir charger des choses. Donc il y a de pouvoir rajouter des fonctions, des trucs marrants comme, le SQL qui s'enrichit avec, la possibilité de faire un histogramme et donc dans la console, vous pouvez vous retrouver avec, la capacité à construire un histogramme là-dessus. On l'attendait parce que c'était un truc un petit peu pénible là-dessus, c'était, le fait de pouvoir avoir des colonnes, avec une structure et de pouvoir manipuler ça, un peu plus facilement. Il y a des choses qui ont été faites là-dessus, donc c'est assez intéressant. Bref, c'est quand même pas mal d'améliorations qu'on va retrouver, là-dessus donc mais c'est vrai que dès lors que vous allez commencer à faire des structures. Alors, pour ceux qui sont pas dedans, les structures, c'est de dire finalement, dans cette colonne-là, j'ai un bout de JSON. Allez, pour résumer, j'ai un bout de JSON avec une sous-structure. Donc, par exemple, le cas dont on parle toujours pour ça, c'est l'adresse. C'est finalement, vous avez un champ adresse et dedans, à l'intérieur de ce champ adresse, vous avez un champ numéro, rue, code postal et ville, quoi, pour résumer. Et donc vous pouvez appeler, vous avez une map à l'intérieur et vous allez pouvoir appeler les éléments. Donc là, pour ça le gère beaucoup mieux. Il commence à y avoir des fonctions qui permettent de gérer ce genre de choses-là. Donc et aussi de pouvoir faire des opérations sur les valeurs qui seraient à l'intérieur d'un set de colonnes. Donc plutôt intéressant, et ils ont aussi fait des choses sur les common table expression. Vous savez, les common table expression, c'est quand vous faites, with, heu, quelque chose, as un select derrière qui vous permet de définir une table entre guillemets ou une vue temporaire et ensuite vous faites votre SQL sur cette ou ces vues temporaires que vous avez fait pour faire votre truc. Donc ça vous permet de découper finalement hem, assez bien les choses. Donc là pour le coup, ils ont rajouté des choses, de ce point de vue-là. Et on peut aujourd'hui dire qu'un CTE puisse être materialized parce que ce qui se passait auparavant, si vous aviez un CTE et que vous aviez plusieurs fois une requête qui faisait le même CTE, on relisait les données de zéro à chaque fois. Au sein de la même requête, Ouais. ça? Alors que là, on va pouvoir faire un OK, c'est-à-dire materialize, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le CTE, il est enregistré dans une table temporaire et il est réutilisé. Donc ce qui en termes de performance, c'est quand même super. d'une requête à l'autre? Je sais Ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, Ça me il paraît, risque d'être mis en cache et de pouvoir être réutilisé d'une requête à l'autre, ouais. ça me paraît super, bah, enfin, je veux dire en termes de gouvernance et Il faut vider le de cache à un moment, maintenance, c'est super. Ouais, je sais pas. Enfin, ça va créer des problèmes, hein. Autant, je comprendrais, mais en même temps, je comprendrais pas qu'ils le fassent pas automatiquement, que quand dans une même requête, tu utilises plusieurs fois ta table temporaire, enfin, à l'intérieur, quand tu as plusieurs invocations de la même table, qu'ils réutilisent pas la structure temporaire qu'il a construite. Hem, bon, il y a peut-être des fois où il faudrait pas, mais que ça peut ça pourrait être fait par défaut ou du moins ça pourrait être fait automatiquement quand c'est jugé utile. Autant on va avoir derrière une structure qui va persister, d'une requête à une autre. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur moyen de pas comprendre ce qui se passe si tu as Jusqu'à différents présent, on enfin, utilisait le tu vois, mot-clé la maintenance ouais, ouais. materialized, pardon, et il fallait explicitement le dire et là, aujourd'hui, DuckDB va être capable de dire: «Bon, ce truc-là, je l'ai déjà calculé préalablement, donc je vais aller le rechercher», et quand il fait Ouais, son plan de ouais. query, il est capable d'aller dire: «OK, ce truc-là, j'en aurai à nouveau besoin, Attends, ça, c'est un donc truc je». qui est complètement automatique? Ou c'est tu dois mettre le Avant, tu mot-clé, devais mettre le ils mot-clé ont ajouté le et mot-clé? là, maintenant, il est capable de Ah oui, dire: «Je vais refaire j'ai à nouveau le même CTE, donc je vais, OK. le même CTI, donc à un moment donné, je vais mettre pour toi ce mot-clé dedans». Ah ouais, c'est encore, plus loin. Donc en plus, tu as même pas le mot-clé pour retrouver le truc si tu as un problème, quoi. OK.
Ouais, Peut-être que c'est indiqué dans le plan d'exécution, il y a peut-être quand même des choses qui guident. Ouais, ouais, il y a peut-être des trucs, mais bon, OK. Non, bah, je suis, enfin, tu vois, c'est juste, mais peut-être que mon inquiétude est pas lieu d'être, hein, ouais, mais comme ça, moi, enfin, ça me paraît bizarre. Autant qu'il y a du caching, OK. Donc si c'est du cache et que c'est bien géré, que c'est propre et tout, ça va, mais c'est pas pour moi, c'est pas de la matérialisation au sens, ouais. Par contre, que tu aies des caches de requêtes ou de parties de requêtes, oui, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça peut améliorer. Ah et ça, c'est cool. Par contre, tu parlais des CTE, enfin, le sujet principal. La question que je me posais, c'est est-ce qu'ils gèrent déjà les CTE récursives? bonne question. Parce qu'une des raisons de faire des CTE, c'est aussi de pouvoir faire des requêtes récursives, ce qui sont quand même pratiques quand tu parcours des arbres. Ah ouais? Ouais, écoute, j'ai jamais eu l'occasion de tester, je sais pas te dire. Pourtant, j'en ai testé des trucs, hein, mais Ouais, bah, c'est pas tous les jours qu'on a des arbres à parcourir, ouais, ouais, ouais. mais c'est quand même vraiment la solution élégante en relationnel, enfin, où on sort un peu du cadre relationnel Ouais. hiérarchique, mais dans une base relationnelle classique, c'est la façon élégante de parcourir un arbre. Hem, enfin, c'est une des façons, il y en a d'autres, mais les autres, elles sont liées à ta modélisation. Ouais. OK, non, c'est pas grave, si tu pas la réponse. Après, il y a toujours des améliorations en termes de performance et l'une des autres, là, il parle de parallel streaming queries. Typiquement, comment est-ce qu'on va pouvoir, récupérer un enregistrement avec, Fetch One, par exemple, depuis un fichier Parquet et auparavant, la même requête mettait en version 1, elle mettait 1 s 17 et en version 1.1, elle met 0,12 secondes. Donc il y a toujours des améliorations de performance. Moi, je trouve que le s'il y a bien on est en constante amélioration de performance, malgré le fait de rajouter des features, donc il y a vraiment vraiment quelque chose qui marche, vraiment bien de ce point de vue-là, chez eux, donc c'est assez C'est un chouette. produit jeune. C'est un produit jeune, c'est pour ça qu'il peut Oui, c'est bah, voilà, c'est évident quand tu as pas, quand tu pas 5 boulets à traîner à chaque pied, ce sera tu plus peux faire des tard. choses, hein, bien sûr. Bon, Mais c'est bien, ça avance et c'est un outil qui est intéressant, ouais, ouais, moi j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Hem, on produit des choses là, on commence à avoir un peu de recul parce qu'on a des clients qui justement produisent des applications, de manière assez, conséquente avec et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Puisque le canard aurait tendance à être un petit peu gourmand, ce petit canard. J'ai eu, pas plus tard que la semaine dernière, ce canard qui m'a joué quelques tours. Alors on vous répète depuis le début là que DuckDB c'est in memory. Je le pensais aussi, hein. J'avais la certitude que DuckDB était complètement in memory et que finalement le disque importait assez peu et le play, justement ce qu'on a déployé chez ce client, c'est d'avoir les données qui soient dans du S3, enfin du stockage type S3 puisque ça tourne sur du Clever Cloud, chez ce client, et c'est des fichiers parquets dans du S3, et globalement qu'est-ce qu'on fait? On récupère de la donnée à ajouter dedans, tous les jours. On l'insère et on réécrit le fichier parquet et après et on réécrit aussi des projections différentes en fonction des cas d'usage, qui sont différents sets de fichiers parquets qui sont consommés par des applications, derrière. Donc, un truc super léger, qui a un énorme avantage, c'est qu'on a de la ressource uniquement le temps d'update et pas du tout le temps. Donc on utilise très peu de ressources finalement pour pouvoir, stocker cette donnée et la processer. Et jusque-là, tout allait bien et puis à un moment donné, j'ai eu un batch qui, s'arrête faute d'espace disque. Je tombe de ma chaise, de toute évidence, vous imaginez mon désarroi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que, on avait quelque chose d'assez, c'était 15 à 20 gigas de fichiers parquets qu'on chargeait, donc ça tenait dans la mémoire. La mémoire était, globalement, à ma perception, de l'ordre de la trentaine de gigas
mémoire tenait le process. Donc je décide de passer à une machine. Donc je fais ça dans un environnement un peu spécifique. Je passe sur une machine à 64 gigas de mémoire, même problème. Et en fait, lorsqu'on écrit les fichiers parquet, il utilise du disque temporaire de manière totalement folle. C'est-à-dire qu'il va vous créer, pour typiquement quand donc après j'ai isolé le problème, j'ai pris un fichier parquet de 6,3 gigas, qui, s'il était en CSV, ferait 40 gigas. Hein, donc ça donne une idée de la quantité de données que ça représente. Et quand on a commencé à écrire ça, il s'est retrouvé à nous faire presque 30 gigas ou plus de 30 gigas, j'ai plus le chiffre en tête là. 30 gigas de 30 gigas de fichiers sur le disque pour seulement, 6 gigas et demi de mémoire utilisée par le process. Et en fait, quand vous démarrez un DuckDB, vous lui dites, «Est-ce que tu veux être in memory complet ou est-ce que tu veux être avec un fichier DuckDB sur le disque?» Et si tu utilises un fichier DuckDB sur le disque et donc que tu construis tes vues, que tu loads tes données dans ce DuckDB sur le disque, bah là, l'économie en termes d'usage disque, elle va être complètement folle puisque là, on réduit énormément. C'est-à-dire que dans notre cas de figure où on avait cette trentaine de gigas de fichiers temporaires qui étaient écrits au fur et à mesure parce qu'on ne pouvait pas écrire dans un fichier de base de données, quelque part, eh ben, on va retomber à moins de 10 gigas de fichiers utilisés sur le disque avec ce fichier de base de données, même si c'est un scratch space finalement ce fichier de base de données, même s'il n'est pas utilisé pour autre chose. Donc voilà, petit insight, bah, finalement avec DuckDB, même si vous faites du entre guillemets «du in memory» avec des bases de données, éphémères, c'est pas idiot d'avoir quand même un fichier DuckDB sur votre disque pour pouvoir, backer votre base de données mémoire, quoi. Voilà. C'est dingue parce que ça veut dire qu'il consomme plus d'espace disque si tu lui dis de pas utiliser le disque que si tu c'est ah ouais, je vois pas la logique, Bah, la mais bon. logique, je pense que c'est, les fichiers Parce que tu pourrais te temporaires sont dire pas comme forcément à mon avis mutables et donc il y a beaucoup d'espace gaspillé dans ces fichiers temporaires alors que le fichier DuckDB lui, il est c'est une base de données mutable donc il est capable d'aller faire de l'update à l'intérieur. ouais, mais tu pourrais te dire qu'à défaut, il écrit dans un fichier, de base de données mutable Bah, c'est ce temporaire, que hein. j'allais dire. Pourquoi est-ce qu'il choisit pas lui-même de faire son fichier, temporaire au format DuckDB? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors attention, cette surconsommation d'espace disque, on la voit surtout quand il écrit les fichiers parquets en sortie. Dans le fonctionnement, nominal de chargement et de transformation de données, c'est surtout le write ahead log, le WAL, qui est utilisé comme fichier, mais qui lui se gonfle et se dégonfle très vite. Donc bon, ça reste quand même, une solution super efficace, hein. Je veux dire à un moment donné, voilà, moi le worker, on le size juste pour pouvoir supporter cet espace disque et tout se passe bien. Mais c'est assez surprenant et alors le gros avantage quand même aussi, parce qu'il va continuer à créer un petit peu de fichiers temporaires au fur et à mesure des choses que vous faites, mais on est passé de 9,5 gigas, enfin non, on est passé pardon d'une trentaine de gigas de disques à 9,5 gigas de disques dans le fichier, de base et avec moins de 3 gigas de fichiers temporaires qui auront été créés pendant la session. Mais ce que vous pouvez faire si vous voulez réduire vos fichiers alors les fichiers temporaires, on peut dire que si la session dure 1 heure, ils risquent de s'augmenter avec des choses qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Ce que vous pouvez faire à un moment donné, c'est faire un checkpoint. Vous fermez votre DuckDB, donc il va dégager tous les fichiers temporaires qu'il a créés et vous le rouvrez sur ce que vous avez sérialisé dans le fichier sur le disque et vous redémarrez avec 0 fichier temporaire. Donc c'est aussi un des avantages, c'est de pouvoir faire ce type de checkpoint en milieu de batch et de dire: «Bon, bah, voilà, je suis arrivé à un état connu, je sais que ça marche à ce niveau-là» et voire même d'être un peu, entre guillemets, «transactionnel» et de pouvoir dire: «Ben, si ma portion de batch suivante a foiré, je sais que je peux reprendre à tel état» Mmh. et donc ça, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Tu es obligé de fermer ta base pour Pour ça? Tu qu'il pas une purge que ce commande, il y a pas de vacuum process qui il y a pas ouais, il y a pas l'équivalent d'un commit, qui dit: «Bon, bah, là, je» ou d'un save point, non, enfin,
C'est pas Du moins, transactionnel, mais je dis à ma connaissance, il y a pas. Mais j'ai trouvé quand même ce moyen-là qui est pas mal de pouvoir purger et de se dire: «Bah, finalement, je redémarre à zéro en termes de fichiers temporaires puisque ma base est dans un état stable et donc je peux continuer derrière». Donc bon, c'est des ouais, petits tricks comme ça sur lesquels c'est des petites optimes sur lesquelles on tombe quand on se confronte à la réalité de produire. Parce que je vous cache pas que ce truc-là, il a marché sans péter la barrière de l'espace disque pendant un mois avant le jour où on a mis l'octet de trop sur le disque, hein, c'est un effet de ah seuil. ouais, Tant que tu as pas dépassé la limite, tu as pas de voilà. limite. On a, un petit article qui a été contribué, je crois, dans le Slack et n'oubliez pas le Slack, parce que vous êtes toujours, nombreux à venir sur le Slack, qui a été contribué par, je crois, Michel Karadec de mémoire, qui détaille un petit peu comment S3 parvient à avoir ce niveau de scale complètement fou. Et c'est chez iScalability.com et iScalability.com, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent: «Ben, finalement, il y a plein de choses». L'article est super détaillé. Jérôme, tu as commencé à le lire aussi, je crois, hein? J'ai commencé à le lire, j'ai pas fini de le lire, mais j'ai commencé, c'était super intéressant. Il y a quelques rappels déjà de l'historique, toujours intéressant et puis après, il présente l'architecture et je sais pas si elle est très connue, moi je la connaissais pas Ah ouais, ouais. l'architecture de sous-jacente, mais je trouve ça vachement intéressant et pour le début, bon alors déjà, il y a les rappels, hein, déjà, ce que c'est aujourd'hui les métriques, c'est, 100 000 000 de requêtes, c'est, 400 térabytes bits pardon par seconde, donc ça doit être le plus réseau, j'imagine. Ouais. 100 000 000 de requêtes par seconde. Et c'est, 280 billions d'objets stockés. Alors je dis billions, c'est écrit trillions en anglais, mais parce que les Anglais, ils savent pas écrire, les nombres. Donc c'est billions en français, c'est-à-dire, téra si vous Et voulez. et et Donc c'est 280 et téraobjets. Jérôme, moi, il y a Oui. un chiffre qui me fout sur les fesses. Vous savez qu'on souvent on dit: «On veut 5/9 de disponibilité», c'est-à-dire 99,999. Et donc S3 offre 11/9 de durabilité. C'est-à-dire que vous êtes à 99 et 9/9 derrière de durabilité. Ça veut dire que vous allez si vous stockez 10 000 objets dans S3, dans les 10 millions d'années qui viennent, vous allez en perdre un seul. C'est génial quand même. Enfin, mais bon, ouais, c'est impressionnant, c'est C'est fou, hein, impressionnant. c'est C'est fou fou. pour faire un truc pareil, c'est fou. Et bon après les dates, parce que c'est bien de voir, hein, c'est 2006 donc ça commence à dater un peu, bientôt les 20 ans. Par contre, tu Glacier qui est arrivé en 12 parce qu'en fait S3 c'est S3, on pense à ça, mais c'est aussi le Ouais. durage, enfin le stockage de plus long terme et à accessibilité plus lente. Bon, donc l'arrivée de Glacier c'est 2012. Après il y a eu plusieurs niveaux, mais bon, avec, l'année d'après l'intelligence steering qui permet d'automatiquement, déporter les objets pas consommés, vers le système moins cher. Et puis 2020, il y a une autre évolution importante, c'est la cohérence forte, entre lecture et écriture, Ouais. enfin les Et lectures ouais, après écriture. ouais. Ce qui est, un truc qui est vachement fort et ce qui est intéressant parce que c'est quand même Amazon qui nous a expliqué que base c'était super, qu'on n'avait pas besoin de lire ce qu'on avait écrit, tout de suite, mais qu'à la fin ce serait bon et ben, en fait, ils l'ont quand même mis sur le S3 et en fait, ça apporte un truc énorme pour le S3 et je dirais aujourd'hui, le seul truc qui manque, c'est peut-être de la capacité à faire du append Ouais. sur des fichiers, et je demande pas plus que du append parce que le reste, je comprends que ça puisse être compliqué, mais le append, ce serait intéressant. Parce que ça permet de faire pas mal de choses qu'on faisait sur du HDFS Bien sûr. et aujourd'hui, qu'on peut pas faire tel quel. Disons, typiquement Ouais, voilà. pour faire un wall, tu as besoin de faire de l'append. Donc aujourd'hui, tu es obligé de passer par des systèmes du genre un wall distribué comme Kafka, mais tu peux pas utiliser juste S3 pour faire ça. Mais sinon, c'est vraiment impressionnant. Et et moi, ce que je dirais, ce que j'ai trouvé vraiment bien sur l'architecture, c'est que, donc, ils ont c'est pas très gros, hein, il y a 4 composants principaux, donc, tu as, une flotte de serveurs à l'entrée. Alors ils disent flotte, je sais qu'avant on parlait de ferme, mais je pense que c'est à peu près pareil, c'est peut-être juste plus gros.
Ils ont, un système qui gère le namespace, un système qui gère, le stockage, une flotte de stockage qui est en gros, c'est des machines avec, juste des disques et puis un petit truc qui fait du KV quoi, en gros, Mmh. très simple et puis ils ont un storage management qui travaille en asynchrone pour s'occuper de tout ce qui est répartition, réplication, la gestion automatique des tiers et des choses comme ça et ce qui est intéressant, bah, c'est qu'ils ont 4 composants donc pour leur organisation, ils ont respecté la loi de Conway. Ils ont fait de la loi de Conway une force, c'est-à-dire qu'ils ont 4 équipes qui gèrent chacun un composant et les composants communiquent entre eux par API, qui est, une des grandes forces d'AWS dès le début, hein. Il y a de temps en temps, on voit passer le mail de Bezos, qui dit qu'à partir de maintenant, les équipes, font des API qui sont publiques. En fait, en gros, vous travaillez avec, les autres équipes comme si vous travailliez avec le reste du monde et donc vous avez des API qui sont ouvrables et qui sont, performantes, avec une qualité de service et tout ça, et on voilà et ça, je trouve ça très fort parce qu'il y a trop de boîtes où, les gens se battent contre la loi de Conway et ça, c'est jamais très bon. Alors que quand il faut l'embrasser et si on veut avoir une architecture qui marche, il faut structurer les équipes en fonction de la loi de Conway ou faut construire tes produits par rapport à tes équipes. Ce qui généralement ce qui se fait, mais dans ces cas-là, tu l'assumes. C'est clair. Donc c'est un article super intéressant puisqu'il va quand même assez loin, pour expliquer, pour vous donner des métriques par rapport à ça et puis comment est-ce que l'infra sous-jacente parce que c'est tout le monde dit: «Ah, S3 c'est facile, il suffit de prendre Minio». Ouais, enfin l'infra sous-jacente, vu que ça repose quand même sur du disque dur pour avoir quelque chose qui fonctionne correctement, ça nécessite un petit peu d'effort. Je vous propose Et en même temps, tu vois ah le pardon. pardon, je disais juste en même temps sur le stockage, c'est un KV, juste la partie stockage qui fait que ça et ils ont réécrit, visiblement un nouveau système récemment, c'est 40 000 lignes de Rust. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a beaucoup d'intelligence, mais pas beaucoup de lignes. Parce que chaque ligne, par contre, doit être Ça doit être bien pensée crafté, ouais, ouais. pour des performances et mais en fait, c'est pas forcément beaucoup de lignes. C'est ça Ouais, ouais. qui est intéressant à voir. Évidemment, Je pendant terminerai cet dessus. été, on a la machine à produire des LLM ne s'est pas arrêtée et nous avons, quelques news, mais alors on a été obligé d'être très sélectif parce que évidemment, on aurait pu en parler pendant des jours et des jours. Alors Paul, tu nous as fait un petit cocktail de rentrée. Et je pense qu'en préparant cet épisode depuis quelques jours, bah, j'ai changé, de news à peu près toutes les toutes les nuits puisque c'est souvent la nuit que enfin pour nous la nuit pour nous en France, mais qu'aux États-Unis on annonce des sorties. J'aurais pu faire les annonces matrimoniales, j'aurais pu vous parler du mariage, d'Alexa avec, Claude, heu, puisque vous savez que bon les assistants vocaux sont peut-être doués pour nous écouter, mais pas tant que ça pour nous comprendre et pour après nous parler. Donc, bah, c'est assez logique finalement de voir les LLM, commencer à s'intégrer dans les assistants vocaux. Donc là, c'est Claude qui va se retrouver donc modèle de chez Anthropic qui va se retrouver, sur les assistants, Alexa. Donc ça, je vais pas vous en parler, parce que finalement, c'est plus si Et révolutionnaire par et rapport à donc ce on qui s'est finit par passé comprendre précédemment. pourquoi Amazon avait investi tant dans Anthropic. C'est peut-être pour ça. Voilà. J'aurais pu vous parler, de Mistral parce que finalement quand même, là, au moins les annonces sortent, sortent sur notre fuseau horaire et Mistral donc continue à avancer très vite, hein, parce que par rapport à la taille de la société. Mistral, a sorti le modèle Pixtral, donc P comme picture, hein, on entend un peu du coup le son de et on comprend que c'est un modèle, de type, multimodal, donc on va pouvoir, intégrer la partie vision, c'est-à-dire lui soumettre des images pour qu'il comprenne, qu'il puisse interpréter l'image et puis discuter après avec nous de cette image. Donc là, on est sur un Pixtral 12B, donc assez, petit finalement en termes de Mmh. poids de paramètres, et qui a quand même ça, toujours, hein, chez Mistral, l'avantage d'être open source. Donc c'est de la licence, Apache, 2.0 et puis, bah, comme toujours, Mistral fait des choses un peu, à l'ancienne, même si c'est des start-upers innovants, puisque c'est un torrent, qu'on peut récupérer sur leur GitHub C'est génial. pour aller récupérer les poids,
de Pixtral, fine-tuner éventuellement le modèle. Alors j'imagine que c'est quand même plus complexe là avec cette notion de multimodal, et il sera disponible donc sur, la plateforme de Mistral qui s'appelle Le Chat, heu, où on va pouvoir tester le modèle. Donc j'aurais pu aussi vous parler de ça, mais il y a eu, quand même alors petite controverse quand même ces derniers jours, enfin qui s'est ravivée et qui est un débat de fond depuis, les premiers modèles, basés sur les transformers et puis la révolution, GPT d'il y a 2 ans. Est-ce que les LLM raisonnent comme nous, les humains, ou est-ce qu'on peut dire qu'ils raisonnent ou est-ce qu'on peut pas le dire? Je sais pas si vous avez un avis sur la question? Bon, c'est, il y a des gens qui cherchent à le démontrer, alors peut-être par goût de l'anthropomorphisme ou pour essayer enfin de se dire qu'on arrive à cette fameuse IA, qui est au niveau des humains, bon, alors qu'il faut, je pense, pas forcément essayer de les comparer. Mais c'est toujours cette question, voilà, est-ce qu'on arrive à aller vers l'AGI, donc les et avoir des IA qui raisonnent? Il y a un modèle qui a été sorti par la société Hyperside, qui s'appelle donc Réflexion 70B. Et alors ce modèle, d'après ce qui a été dit sur, à sa sortie, est donc basé sur, un Llama 3.1 70B, mais fine-tuné, enfin fine-tuné ou en tout cas tuné par renforcement. Je sais pas trop après de peut-être plutôt par renforcement ici d'après donc d'après le PDG de cette société, pour penser sa propre pensée. Alors Ouf! bon, c'est peut-être ambitieux. Il a sorti forcément un nouveau modèle sort, il se positionne sur les benchmarks. Il se positionne bien sûr toujours en haut des benchmarks, ce qui permet de communiquer à ce moment-là sur sa sortie. Sauf que là, bah, effectivement, les benchmarks ont été un peu recalculés par des sociétés indépendantes qui l'ont pas trouvé si performant que ça. Alors le PDG c'est un peu, a sorti des excuses. Bon là, on a sorti il a Sortez les sorti les rames. rames et puis, son excuse était de dire que lors de l'upload des poids sur, Hugging Face, il y a eu enfin les poids ont été corrompus et que finalement voilà Ah! il avait pas une maîtrise, enfin ça pouvait expliquer des résultats qui n'étaient plus ceux que lui avait obtenus lors des benchmarks. Bon, voilà, je pense qu'on touche à chaque fois un point sensible, hein, sur cette idée de Mmh. réflexion. Donc il y a toujours des levées de boucliers, donc bon voilà, sortie un petit peu ratée là pour ce Réflexion 70B, hem, mais tout ça, c'était avant la nuit, donc du du 12 au 13 septembre, puisque OpenAI a sorti le modèle O1. Alors O1 Preview, donc on est, pour l'instant, alors disponible pour les personnes qui ont un abonnement, Ouais. payant sur OpenAI. Alors vous pensez bien qu'avec les collègues, de l'IA, Microsoft, on a tout de suite foncé Bah, ouais. sur notre portail Azure pour voir ce qu'on pouvait faire. Alors formulaire à remplir pour y accéder dans Azure. Donc on attend la validation et on travaillera dans la région East US 2. Donc, pour l'instant, il y a pas beaucoup de régions Azure où le modèle va être déployé. Et alors qu'est-ce que c'est que ce O1? Enfin, quelle est la promesse qui est derrière O1? Parce que j'ai pas pu, le tester pour l'instant. Hem, la promesse derrière O1, c'est, bah, à nouveau de rentrer dans ces mécanismes de réflexion. En fait, c'est un petit peu comme si on prenait on a vu dans le prompt engineering arriver très vite heu, think step by step. Donc commence à raisonner en faisant des étapes, qui a priori amélioreraient les choses. Et effectivement, oui, ça peut donner de bons résultats. Alors, il fallait souvent donner des exemples, hein. Tu as un truc que tu veux lui Choc faire learning faire ou là? Parce que moi j'y ai accès. tu as accès. Hem, alors comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui faire est-ce qu'il a un petit problème de maths ou, Ouais. heu, parce que ce qui va être intéressant, enfin, voilà, les cas de figure sur lesquels il sera a priori meilleur, c'est justement quand il va falloir aller résoudre des problèmes mathématiques. Je sais pas si, Mmh. vous avez, une idée là comme ça, hem, Ouais, j'en de ce qu'on trouve un. pourrait lui J'en soumettre? trouve un. Alors le temps que tu trouves ce petit problème, je vais décrire un peu plus donc la façon dont il a été entraîné. Donc ouais, ce que j'expliquais, hein, donc le prompt engineering, penser étape par étape, effectivement, c'était déjà quelque chose qui était une première amélioration, donc trouvé un petit peu de manière, expérimentale. Donc ce
ce qui s'est fait après, c'est qu'on a un peu formalisé tout ça en parlant de chain of thought, donc vraiment, les chaînes de pensée où on montre des exemples de comment il faut, décortiquer, un calcul mathématique, par exemple, pour arriver à la résolution. Et finalement ici, si on vulgarise un peu ce qui s'est passé avec le O1, bah, c'est dans l'entraînement, donc dans le fine tuning, mais plutôt toujours, là, cette fois-ci par renforcement, qu'on a, en gros, on l'a renforcé en lui proposant des mécanismes de chain of thought. Enfin, je vulgarise vraiment la chose parce que ça doit être quand même beaucoup plus complexe que ça. Pour arriver à un modèle qui prend le temps de réfléchir. Alors attention, parce qu'on était sur les dernières vagues des GPT-4o, 4o mini, enfin turbo juste avant. On était sur des modèles qui répondaient plus vite, parce qu'effectivement, il y a toujours ce besoin, enfin, les humains ont du mal à attendre longtemps, le modèle. Ici, au contraire, il va réfléchir peut-être pendant plusieurs minutes. Bon, Écoute, c'est assez mais rapide. si c'est pour résoudre un problème complexe, pourquoi pas? Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être qu'on va aller utiliser, ce type de modèle, quand on les aura un peu éprouvés, plutôt sur des formes de batch, en leur proposant des tâches complexes. Et si la tâche complexe est résolue le lendemain, c'est pas dramatique. Donc voilà, nouvel outil qui arrive. Alors, raconte-nous Vincent, du Eh bah, coup, écoute, qu'est-ce que tu lui as je lui soumis ai comme, demandé, j'ai pas été dur, hein. Je lui ai demandé de résoudre y égale 3x plus 4. Bon, voilà, c'est pas méchant, hein. Heu et donc il fait la démarche, hein. Il enlève 4 de chaque côté, ensuite il divise par 3 et puis, bah, et voilà et donc il converge le truc. Non, non, donc il y a une logique qui est expliquée et ça a répondu en 3 secondes. mmh. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on peut voir justement, Les alors en steps, anglais, hein, mais on voit les steps, on voit les étapes on voit de on réflexion. voit les étapes. Donc c'est ça qui est Mmh. vachement bien. Donc à tester sur un truc beaucoup plus complexe, c'est un step quand même, ouais, ouais. Tiens, tu peux lui demander de résoudre le problème de Riemann? Je sais, oui. Bon, s'il le fait, Il le fait en public. Thinking, ouais, il est déjà moins rapide là. Non, parce que s'il gagne, on fera qu'on publie l'épisode un peu plus tard, le temps de présenter la solution. Écoute, là, il m'a sorti déjà, un truc, avec des pages et des pages. Ouais, parce qu'il y a 1 million de dollars à la clé, quoi, si tu résous ce Ouais, problème. ouais, c'est ça, ouais. Donc non, non, Bon, allez, alors là, c'était la blague. il invite à reposer des questions quand même, hein. Voilà. alors, transition toute trouvée peut-être avec les choses qu'on va pouvoir gagner la semaine prochaine, mardi. Alors attendez, ça dépend quand est-ce que l'épisode sera Alors publié, mais en l'épisode tout sera cas, publié effectivement, il va être publié avant le week-end, donc c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi 13, en fin de journée. Donc vous aurez si vous écoutez ça ce week-end, vous pouvez nous retrouver mardi prochain et il y aura aussi, un jeu concours. Alors pas avec 1 million à gagner. On est plus modeste. parce qu'effectivement, vous l'avez annoncé, donc le Big Data Hebdo va se produire en physique. On va se voir tous les 3 dans la même pièce. Waouh! C'est pas si fréquent et donc en public au salon Data IA de Nantes, ce mardi, 17, 17 ouais. septembre. Profitez de toute la journée, hein, il y a vraiment, des super conférences. Il y en a une en particulier sur LLM as a Judge. Bon ça, c'est moi qui la donne. Mais C'est il à y a aussi 13h, beaucoup de c'est ça? trucs très 13h ou bien. 13h30? 13h30 et donc 16h55, si je me trompe pas, pour le Big Data Hebdo live sur le sujet de la qualité de données. Et effectivement, bah, notre sponsor pour le coup, donc alors est-ce qu'on doit dire encore Zinea? Donc vous permettra de gagner 3 livres sur la data quality. Merci Jérôme. C'est sur The Enterprise Data Catalog, hein. Voilà, qui est un Voilà, maillon essentiel que vous pourrez découvrir dans cette grande chaîne de la data quality. Donc on est ravis de pouvoir avoir cette, occasion de retrouver, ceux qui seront sur place. Venez nombreux, nous voir et ça sera avec plaisir. Venez avec des Voilà, anecdotes. venez avec des mmh, anecdotes et il y a une autre conférence, qui se tiendra, je crois, ouais, de mémoire le 25 novembre, qui est organisée par Imaya, par le MDN et par notre ami Christophe Blefary, qui s'appelle la Forward Data Conference. Et cette conférence, ben, moi j'y serai donc si vous y êtes, notez dans vos petits calepins et je crois qu'il y a encore des places donc vous pouvez aller, vous inscrire pour cette conférence. Mais dans l'immédiat,
c'est mardi prochain, le 17, qu'on se retrouve. Et moi, je termine avec les petites annonces de conf avec, là, pour le coup, du virtuel. On redémarre avec la Global AI Community que j'ai appelée Virtuel Francophone. Donc on est sur LinkedIn en live, et on traite des sujets d'IA quand même assez liés toujours à l'univers Microsoft, mais pas que. Et on redémarre une nouvelle saison, donc là, à peu près tous les 15 jours, ça peut varier un petit peu, un live sur ces thématiques-là et on démarre, alors dans quelques minutes. Donc là, vous serez peut-être pas sur le live, si vous venez de Et si non. vous écoutez l'annonce, mais vous pouvez retrouver les enregistrements, sur ma chaîne YouTube. Excellent. Excellent, Paul. On va regarder ça avec plaisir, quand on aura les possibilités de revoir les enregistrements. À mardi Et à prochain. mardi prochain. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons eu à l'enregistrer. Et on vous retrouve très 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 vite. À très bientôt. Salut. Voilà.